Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éteignez vos lumières. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas de Volker Eckert, un tueur en série allemand qui a été surnommé le tueur au Polaroid. Pendant de nombreuses années, ce routier fétichiste a semé des corps à travers toute l'Europe sans que la police ne fasse le lien entre ces crimes. Nous sommes le 2 octobre 2006, à Reims. Agnieszka Boss, une Polonaise de 28 ans, se prépare à sortir. Dans la chambre d'hôtel où elle habite, la jeune femme se maquille soigneusement et choisit la tenue qu'elle va porter ce jour-là. Elle quitte sa chambre et échange quelques mots avec sa logeuse avant de prendre la direction de l'acte routier où elle attend ses clients, au sud de Lens. Agnieszka pose un pot de fleurs sur la poubelle du parking, un code connu de ses clients réguliers qui signifie qu'elle est disponible. Elle sort alors son Walkman et met ses écouteurs. La musique l'aide à patienter entre deux clients et surtout à garder le sourire. Rapidement, un camion s'arrête. Le conducteur baisse la vitre et échange quelques mots avec Agnieszka. La jeune femme monte sur le siège passager et le camion redémarre. Agnieszka ne le sait pas encore, mais elle vient de tomber dans le piège du redoutable tueur en série, Volker Eckert. Après plusieurs jours sans nouvelles, Rolande, la logeuse d'Agnieszka, s'inquiète. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas dans les habitudes d'Agnieszka de découcher pendant plusieurs jours. Rolande a du mal à trouver le sommeil. Elle guette le moindre bruit dans l'espoir que la jeune femme rentre enfin à la maison. Il faut dire que les deux femmes ont développé une relation plutôt complice au fil du temps. Il leur arrive souvent de discuter le soir, et Agnieszka pense toujours à ramener un petit souvenir à Rolande quand elle rentre de ses séjours en Pologne. Rolande décrit Agnieszka comme une femme douce, polie et surtout très discrète. Elle n'a jamais parlé de son métier, ni de sa famille avec elle. Et même si Agnieszka a dit à Rolande qu'elle travaillait dans une ferme, la logeuse n'est pas dupe. Elle la voit partir tous les jours, coiffée, habillée et maquillée avec soin. Mais elle n'a rien à lui reprocher. La jeune femme paye son loyer à temps et ne ramène jamais de clients dans sa chambre. Rolande décide finalement d'aller au commissariat pour signaler sa disparition. Et les enquêteurs sont loin de se douter que ce signalement va les mettre sur la piste d'un criminel qui sème des corps à travers l'Europe depuis plus de 12 ans. Comme d'habitude, pour mieux comprendre la suite de l'histoire, je pense qu'il est important que je vous parle un peu plus en détail du profil et du parcours de ce tueur en série. Volker Eckert est né le 1er juillet 1959, dans une Allemagne encore séparée par le mur de Berlin. Il grandit à Plauen, en RDA, avec ses deux frères et sœurs, plus jeunes que lui. Sa mère est infirmière et son père, peintre en bâtiment. C'est dans ce contexte un peu particulier et dans un pays complètement divisé que le jeune Volker évolue. Comme c'est souvent le cas, on connaît très peu de choses sur son enfance. On sait par contre qu'Eckert a mal supporté le divorce de ses parents et qu'il a eu pitié de son père, qui avait été mis à la porte par sa mère. Pour lui, elle est entièrement responsable de l'absence de son père, et il commence à développer de la rancœur envers cette femme. Il ne lui fait plus confiance et l'aperçoit comme une personne cruelle. Alors qu'il est âgé de 9 ans à peine, Eckert vit son premier émoi sexuel. Il ressent une attirance irrésistible pour la poupée Barbie aux longs cheveux blonds de sa sœur. Il prend l'habitude de voler cette Barbie pour l'amener dans sa chambre et se donner du plaisir en caressant les longs cheveux blonds de la poupée. Plus tard, alors qu'il est dans le grenier, Eckert trouve une ancienne perruque de sa mère, qu'il caresse régulièrement pendant de longues heures. Sa puberté précoce le met plutôt mal à l'aise. Il a honte de ses fantasmes fétichistes et n'ose en parler à personne. Au fil des ans, ses pulsions s'intensifient. Les cheveux artificiels ne lui suffisent plus. Il veut se masturber en caressant la chevelure d'une vraie femme. Mais dans sa tête, aucune femme n'accepterait qu'il lui caresse les cheveux. Ce qui est, on est bien d'accord, une pensée complètement dysfonctionnelle. Eckert va donc associer cette pulsion à un désir de violence et de soumission totale. Pour lui, la seule solution pour assouvir ses fantasmes, en fait, c'est que les femmes soient inconscientes, entièrement à sa merci. C'est donc véritablement à ce moment que débute sa perversion sexuelle. En mai 1974, le jeune Eckert a 14 ans et il passe de longues heures à admirer la longue chevelure châtain clair de sa camarade de classe, Sylvia Unterdorfel. La jeune fille habite dans un immeuble voisin de celui d'Eckert, et les deux greniers sont liés par un passage commun à tous les bâtiments de la résidence. Un jour, Eckert passe par le grenier et va frapper chez Sylvia,
en prétextant qu'il a besoin d'aide pour les devoirs. Sylvia lui ouvre, et une fois dans sa chambre, il profite du fait qu'il soit seul pour céder à ses pulsions. Il étrangle la pauvre fille et lui caresse longuement les cheveux. Mais Sylvia n'est pas morte, elle est simplement inconsciente, et Eckert sait qu'il risque d'être dénoncé par la jeune fille. Il prend donc un cordon de rideau qu'il utilise pour achever sa victime. Il maquille son terrible crime en attachant la corde à la poignée de la porte, et les secours concluront à un suicide. Alors, ça peut paraître surprenant, mais il ne faut pas oublier le contexte de l'époque. Les forces de police ont très peu de moyens, et le suicide est un sujet tabou en Allemagne de l'Est, tout simplement parce que le régime communiste n'accepte pas que les citoyens puissent être malheureux, et encore moins au point de se donner la mort. D'une certaine manière, on est un peu face au parcours classique du tueur en série. Volker Eckert développe un sentiment de toute puissance parce qu'il a échappé à la police, ce qui signifie dans son esprit qu'il est plus malin que tout le monde. Sans parler du désir de vivre à nouveau les sensations que son premier meurtre lui a procurées, qui va le pousser à commettre d'autres crimes. Le meurtre de Sylvia Unterdorfel marque le début de sa carrière d'étrangleur, et Eckert va agresser sexuellement un nombre impressionnant de femmes. Même si cela n'a pas pu être vérifié, il aurait avoué avoir attaqué environ 30 femmes en 13 ans. Il n'allait cependant pas jusqu'au meurtre et rendait simplement ses victimes inconscientes. Son mode opératoire est le même à chaque fois. Il attend la nuit et attaque des femmes par derrière, en les poussant par terre, puis en les étranglant afin de pouvoir caresser leurs cheveux. Par contre, il attend d'être chez lui pour se masturber en se remémorant la scène. En 1978, Eckert est placé en détention après avoir été surpris en train d'essayer d'étrangler une jeune femme dans les rues de Plauen. Il est inculpé pour agression sexuelle, mais il est libéré quelques mois plus tard. La justice demande une expertise psychiatrique, et lors d'un entretien avec le professeur Nedopil, le criminologue le plus réputé de toute l'Allemagne à l'époque, Eckert lui confie que c'est une bonne chose que ses empreintes digitales aient été prises, car cela va le forcer à arrêter d'agresser des femmes. Vous vous en doutez, ça n'a pas été le cas. En automne 1987, Eckert s'attaque à une jeune fille de 16 ans, toujours selon le même mode opératoire. Mais lorsqu'elle reprend connaissance, la victime porte plainte et aide les enquêteurs à réaliser un portrait robot. Le docteur Nedopil, qui reconnaît immédiatement Volker Eckert, le signale à la police, qui se rend au domicile d'Eckert pour l'interpeller. Sauf que le suspect n'a aucune intention de se laisser attraper aussi facilement et tente le tout pour le tout, fuir vers l'Allemagne de l'Ouest. Comme Plauen, sa ville natale est située juste à côté de la frontière, il se dit qu'il a une chance de se rendre de l'autre côté et d'échapper à la prison. Mais c'était sans compter les gardes armés, les barbelés et les mines antipersonnelles qui entourent le rideau de fer. Volker Eckert ne parvient pas à s'enfuir. Il est arrêté et condamné à 12 ans de prison en 1988. Il est libéré en juillet 1994, après seulement 6 ans et demi de détention. De nouveau, le contexte politique joue un rôle clé dans ces événements. Après la chute du mur de Berlin en 1989, de nombreux détenus en Allemagne de l'Est sont considérés comme prisonniers politiques, et leurs peines sont donc réduites. Et c'est ce qui s'est passé pour Volker Eckert. En fait, il semblerait que son dossier ait été égaré, et il a été considéré comme un prisonnier du régime communiste, ce qui lui a permis d'être relâché avec un casier judiciaire vierge. C'est à ce moment-là qu'il déménage en ancienne RFA et choisit de devenir chauffeur routier car il sait que c'est le métier idéal pour satisfaire ses fantasmes les plus sombres. Il voyage à travers toute l'Europe, France, Espagne, Italie, Tchéquie, et sème des cadavres sur son passage, partout, sauf en Allemagne, où il fait profil bas, de peur d'être à nouveau attrapé. De 1994 à 2006, Eckert va agir en toute impunité, et on lui attribue de très nombreuses victimes, bien que sa culpabilité n'ait pas pu être démontrée à chaque fois. Mais revenons-en au mois d'octobre 2006, et à la disparition d'Aniska Boss. Les policiers, qui connaissent la jeune femme, se doutent qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Ce n'est pas un secret. Les travailleuses du sexe sont particulièrement vulnérables, et elles sont bien plus susceptibles de se faire agresser.
Il passe donc la zone de sa disparition au peigne fin, dans l'espoir de retrouver une trace d'Agnieszka, mais sans succès. La jeune femme reste introuvable. Jusqu'au 8 novembre 2006, dans le département de la Marne, où un routier fait une terrible découverte. Là, dans un fossé, au bord de la route, il aperçoit un corps complètement dénudé. Il se précipite à la gendarmerie pour les informer qu'il y a un corps dans le fossé, et les enquêteurs se rendent rapidement sur les lieux. Mais, à cause d'une erreur d'interprétation, ils repartent sans avoir découvert le corps. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont compris, il y a un quart dans le fossé. Et quand ils sont allés inspecter le fossé en question et qu'ils n'ont pas vu de quart, eh bien, ils sont repartis. 2 jours après, donc le 10 novembre 2006, le routier qui repasse devant ce fameux fossé presque tous les jours décide de s'arrêter à nouveau. Et quand il voit que le corps y est toujours, vous imaginez bien qu'il est sidéré. Il a pourtant fait un signalement il y a 2 jours à la police. Pourquoi le corps est-il encore là ? Les gendarmes comprennent enfin qu'ils se sont trompés. Ils retournent sur les lieux et découvrent un corps en état de décomposition avancée. Il est même difficile d'en déterminer le sexe, tellement il est en mauvais état. La victime, presque entièrement dénudée, gît sur le dos, les jambes écartées. Les enquêteurs de Reims font immédiatement le rapprochement avec la disparition d'Agnieszka. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, le corps est en très, très mauvais état, ce qui rend l'identification presque impossible. Il faut attendre l'autopsie pour confirmer qu'il s'agit bien d'Agnieszka Boss, mais là encore, les enquêteurs se heurtent à un obstacle. Le médecin légiste est formel, la victime n'est pas Agnieszka. Ni la taille, ni la description ne correspondent. Cette erreur, évidemment très grave, peut être due à un manque de professionnalisme du médecin légiste, mais aussi à la description erronée qui avait été donnée d'Agnieszka au moment de sa disparition. Toujours est-il que le corps n'est pas identifié. Et pourtant, il s'agit bel et bien de celui d'Agnieszka Boss, mais ça, les enquêteurs ne l'apprendront qu'au moment de l'arrestation de Volker Eckert, qui a aussi lieu en novembre 2006, donc très peu de temps après le meurtre de la jeune Polonaise. À ce moment-là, le routier sillonne les routes de la Catalogne lorsqu'il repère une jolie brune aux cheveux longs, Miglena Petrova. Il l'aborde et la jeune femme accepte de monter dans son camion. Comme à son horrible habitude, Eckert se jette sur sa passagère et l'étrangle, puis reprend la route avec le corps dans la couchette de son poids lourd. Il attend qu'il fasse nuit et abandonne le corps sur un parking. La Bulgare de 20 ans sera sa dernière victime. Grâce aux images de vidéosurveillance du parking, la police espagnole identifie le véhicule du tueur, ce qui conduit à l'arrestation de Volker Eckert en Allemagne, le 17 novembre 2006. Lorsqu'il est interpellé, il demande à l'enquêteur chargé de son interrogatoire d'aller chercher ses médicaments pour la migraine qui sont dans son camion. En cherchant la boîte de médicaments, un policier tombe sur des polaroïdes atroces. Les photographies sont celles des victimes d'Eckert. Pour les enquêteurs, il s'agit en fait d'aveux indirects. Volker Eckert savait très bien que ces clichés allaient être découverts pendant la fouille de son camion, et il aurait fait ça volontairement. Il avoue très facilement, et avec un plaisir manifeste, 6 meurtres, dont celui de la jeune Agnieszka Boss. Au cours d'un interrogatoire, il aurait même demandé au commissaire « Vous croyez vraiment que je suis un monstre ?» Alors, même s'il a commis des crimes absolument horribles, il semblait quand même capable de distinguer le bien du mal, en tout cas d'après les enquêteurs qui l'ont interrogé. Lors de la perquisition au domicile d'Eckert, sa nature obsessionnelle est évidente. Tout est classé et méticuleusement étiqueté, y compris de nombreuses possessions de ses victimes, qu'il a gardées comme des trophées. Il utilisait d'ailleurs les vêtements de ses victimes pour habiller sa poupée gonflable et revivre les meurtres. Il avait aussi pour habitude d'annoter les photos de ses victimes et de donner certains détails sur les circonstances de leur mort. Sur les clichés d'Agnieszka, par exemple, on peut lire des phrases comme « C'est ce qui arrive avec les prostituées avides d'argent » ou encore « Cette prostituée voulait 80 €. Là, je lui enfonce mon pouce dans son tendre cou de prostituée. » Ces propos illustrent bien tout le mépris qu'Eckert avait pour les travailleuses du sexe, et qui se ressentait aussi dans la manière dont il abandonnait les corps. Ses victimes étaient dénudées, placées dans une position humiliante, les jambes écartées.
Cette mise en scène montre un véritable désir de salir leur mémoire, et c'est d'ailleurs intéressant de noter que sa dernière victime, Miglena Petrova, avait été laissée en position fétale, car elle l'avait émue et attendrie. La jeune femme n'était en réalité pas vraiment une travailleuse du sexe, mais avait besoin d'argent. Ces comportements traduisent une hiérarchisation de la valeur des autres en fonction de leur statut social et de leur travail. Typiquement pour Volker et Kurt, comme pour beaucoup d'autres tueurs en série, les travailleuses du sexe sont perçues comme des sous-êtres qui ne méritent pas le respect. Ça fait directement penser au complexe de la madone et de la putain, qui traduit une vision hyper binaire et misogyne. Les femmes de nos sociétés se répartiraient en 2 classes. Celles qui sont pures, mariables, respectables et vierges, ou presque. Et d'un autre côté, celles qui sont dépravées, qui ont une vie sexuelle active et libre, et qui par extension ne pourraient pas être mères, ni être présentées à la famille. Bref, ces représentations assez stéréotypées et peu réalistes qui reviennent surtout au contrôle du corps des femmes et de leur liberté. Mais revenons-en à notre affaire. Grâce au déclencheur automatique de son appareil, Eckert se photographiait aussi en train de se masturber sur les corps de ses victimes décédées. Ces photos, il les conservait chez lui, mais également dans son camion, pour pouvoir assouvir ses pulsions entre 2 crimes. Si l'on exclut son premier meurtre en 1974, le tueur au Polaroid a été actif pendant plus de 12 ans, de 1994 à 2006. Même s'il n'a avoué que 6 meurtres, il est soupçonné d'avoir fait bien plus de victimes, pas moins de 19 meurtres selon les enquêteurs. Des photos d'autres femmes, qui n'ont malheureusement pas pu être identifiées, ont en effet été découvertes chez lui. Volker Eckert est finalement incarcéré à la prison de Bayreuth, en Allemagne, mais refuse d'avouer d'autres crimes. Côté défense, sans surprise, ses avocats prévoient de plaider la pulsion sexuelle. Mais pas seulement. Suite à un accident, Eckert se serait retrouvé avec des cicatrices au cerveau. Il s'interroge donc sur les conséquences de ces blessures. Pourraient-elles être la cause des pulsions sadiques de leurs clients ? Il demande une expertise neurologique dans le but de déterminer la nature exacte de ces blessures, et surtout si elles pourraient éventuellement se soigner. Mais ni cette fameuse expertise, ni même le procès de Volker Eckert n'auront lieu. Le 1er juillet 2007, il fête son 48e anniversaire derrière les barreaux, mais aucun membre de sa famille ne vient lui rendre visite. Il se sent abandonné et se pend dans sa cellule à l'aide de ses draps, en emportant avec lui la vérité sur le nombre exact de femmes qu'il a assassinées. Eckert a d'ailleurs utilisé le même nœud pour se pendre que celui qu'il utilisait pour étrangler ses victimes. La justice n'a d'autre choix que de classer l'affaire, et le dossier Volker Eckert est officiellement fermé en décembre 2007. Ni ses proches, ni même les personnes qui ont côtoyé le redoutable tueur en série n'ont souhaité s'exprimer sur le sujet, et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Une de ses anciennes voisines a tout de même déclaré, au sujet des victimes d'Eckert, « Pour moi, quand une femme fait un tel métier, elle doit s'attendre à finir comme ça. » Des propos intolérables qui se passent de commentaires, je crois. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais revenir avec vous sur quelques points, notamment sur le sadisme sexuel et les paraphilies. Je l'ai déjà évoqué, mais Volker Eckert était un sadique sexuel, avec une sexualité déviante et une paraphilie bien identifiée, la trichophilie. Vous le savez peut-être déjà, mais je vais quand même rappeler rapidement ce qu'est une paraphilie. En fait, c'est un fantasme ou un comportement sexuel fréquent et intense qui porte soit sur des objets inanimés, la souffrance de soi ou d'une autre personne, des enfants ou autres personnes non consentantes. Alors en vrai, dans les paraphilies, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout graves. Ce n'est pas parce que le DSM définit une préférence sexuelle comme une paraphilie que c'est un problème. Là où ça pose souci, c'est évidemment lorsqu'il y a absence de consentement et ou sadisme. Dans le cas de Volker Eckert, on voit qu'il a très vite développé une forte attirance pour les cheveux. D'abord avec la Barbie de sa sœur, puis avec la perruque de sa mère, avant de fantasmer de manière obsessionnelle sur la chevelure des femmes. On appelle cette paraphilie la trichophilie, ce qui désigne une attirance sexuelle pour les cheveux et autres poils. Cette attirance, elle peut se manifester par la vue, par le toucher, ou même par la mastication de cheveux ou de poils. Ici, on voit qu'il fait vraiment un focus sur les cheveux. Toutes ses pulsions sexuelles sont tournées vers les cheveux, et tout le reste le dégoûte. Il n'a aucune envie d'embrasser une femme, ni d'en toucher, ni d'avoir des relations sexuelles classiques. D'ailleurs, on sait aussi qu'il prélevait systématiquement une mèche de cheveux sur les femmes qu'il tuait pour les emporter chez lui.
C'était très probablement des trophées qu'il utilisait par la suite pour revivre l'excitation. Mais ce n'est pas la seule paraphilie, ni le seul trouble psychologique qu'on peut constater chez lui. Parce qu'on pourrait se dire avoir un fétichisme sur les cheveux, en soi, ça n'implique pas de tuer qui que ce soit. Et Kurt aurait très bien pu payer des travailleuses du sexe pour caresser leurs cheveux, et je suis persuadée qu'elles auraient accepté sans problème. Donc, c'est aussi un homme qui prend un véritable plaisir à voir ses victimes mourir et souffrir. On est très clairement dans le cadre du sadisme sexuel. Volker Eckert était complètement obsédé par l'idée de tuer des femmes. Il s'est notamment confessé au professeur Nédopil. S'il s'était masturbé plus de 3 fois dans la même journée, et que son obsession était toujours là, la prochaine femme qu'il rencontrerait serait une de ses victimes. Le fait qu'il mette en scène les corps de ses victimes, qu'il prenne des photos, qu'il les annote d'anecdotes glauques concernant leurs exécutions, tout ça, ce sont des signes de la jouissance que lui apportait son pouvoir sur ces femmes. D'ailleurs, la strangulation n'est pas anodine non plus. C'est une façon de tuer qui signifie beaucoup. Le docteur Nédopil interprète ça comme une volonté d'être au plus proche de son pouvoir de mort, sentir la vie qui palpite, puis s'échappe sous ses doigts. C'est une proximité qui montre le sadisme énorme du tueur. Nous sommes presque arrivés au bout de cet épisode. Avant de conclure, j'aimerais juste revenir à Rolande Champel, l'ancienne logeuse d'Agnès Cabos. La pauvre femme a appris le meurtre de son amie en lisant la presse. Aujourd'hui, elle trouve du réconfort en pensant à la bienveillance d'Agnieszka et à l'impact positif qu'elle a eu sur toutes les personnes qui la côtoyaient. Quant aux 2 petites filles d'Agnieszka, restées en Pologne, elles ont dû grandir sans leur mère. Et n'oublions pas non plus les victimes qui n'ont jamais pu être identifiées, dont le corps n'a peut-être même jamais été découvert. Ces femmes qui ont disparu sans que personne ne s'en inquiète. De nouveau, on le sait, certains profils de victimes intéressent moins les médias et la police, et attirent beaucoup moins la sympathie de l'opinion publique. Les victimes d'Eckert étaient presque toutes des travailleuses du sexe, étrangères, bref, des femmes très marginalisées. C'est pour ça que je tenais à mettre ce point en avant dans cet épisode. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ce cas vous aura intéressé et que mon travail dessus vous aura appris des choses. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre tout de suite dans notre épisode d'After Show où Juliette et moi continuons la discussion sur le cas de Volker Eckert. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Éteignez vos lumières. C'était Éteignez vos lumières, un podcast original signé Sonia Liu.